Merci. Maintenant, je voudrais inviter Ovi Onagbemoma, qui est la directrice et la fondatrice d'ailleurs de l'organisation, pour nous donner une présentation brève. Bonjour tout le monde. La journée a été solide. J'ai écouté tout le monde quand ils ont donné leur présentation. Et moi, je voudrais continuer à en parler de ces questions en me basant sur ce qui vient d'être dit. Donc, on parle de la lutte contre le racisme en regardant aux alliés. Et c'est de ça que je vais parler. Être un allié, c'est agir. Si vous allez vous rappeler une chose aujourd'hui, c'est que un allié, c'est quelqu'un qui agit. Donc, qu'est-ce qu'un vrai allié? C'est quelque chose qui est toujours là, qui continue d'être là. Vous avez entendu que c'est important, qu'il faut comprendre que c'est quelque chose qui continue. C'est compliqué. Et quand on regarde cela, comment on va maintenant à l'aspect humain? Ça, c'est une chose. On est là pour quelqu'un. Mais après quoi? Maintenant, on continue d'être là pour la personne tout le long du parcours. Et on apprend même le long de ce parcours. Et on va maintenant se poser la question sur comment on va le faire. Bien. Il y a maintenant aussi des étapes pratiques. La chose la plus importante, c'est que tu dois prendre par toi-même, comprendre, t'engager dans des discussions, amplifier les voix qui cherchent l'équité. Il faut maintenant défier la discrimination, soutenir les initiatives locales, réfléchir et s'adapter, et finalement aussi pratiquer la solidarité. Et tout ça, ça veut dire quoi? Vous allez à des ateliers, vous parlez à des leaders, avec des auteurs, vous comprenez mieux la question du racisme, des principes pour lutter contre le racisme. Quand vous engagez dans une conversation, vous participez au sujet de la race et du racisme dans les communautés, dans le réseau. C'est important que de maintenant défier la discrimination, que ce soit une organisation ou tout le système, car tu sais, les politiques ne sont pas là pour lutter contre le racisme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire, là, il y a un comportement raciste, que ce soit dans notre scénario ou ailleurs. Il faut aussi soutenir des initiatives. Et quand vous le faites au local, comme vous l'avez entendu, et Sarah en a parlé, il faut maintenant s'impliquer dans les organisations locales, et aussi être là et fournir votre temps volontairement. Et quand vous êtes là, vous êtes solidaire avec les groupes, avec la communauté, lors du manif, lors de quelque chose d'autre, et faire du plaidoyer pour la justice sociale, partager les ressources. C'est pas seulement une question de pétition. Vous devez faire quelque chose. Vous mobilisez. Voici des articles à considérer. Tout en haut, il faut comprendre votre privilège. Il faut donc comprendre et considérer le privilège que vous avez, soit la race, le genre, statut socio-économique, et voir comment tout ceci va avoir influencé votre vue et comment vous pouvez maintenant aider la lutte contre le racisme. Pensez-y, apprenez, écoutez, et puis faites quelque chose, mais pour le faire, vous allez maintenant commencer par écouter. Ça signifie aussi que vous devez écouter les perspectives des autres et marcher avec les autres pour regarder qu'est-ce qui se passe et oublier vos préjugés. La question des intersections est importante. Et quand maintenant vous vous rendez compte que le racisme est là, ça c'est quelque chose
où il y a le sexisme et des autres formes de discrimination. Il y a donc des intersections. Et c'est là que vous allez trouver des alliés. Parce que c'est important que de regarder au système et pas, non pas seulement le fait qu'il y a une personne qui a des préjugés. C'est comme ça. On va voir comment il y a des pratiques au sein de la société qui font ce qui se passe. Et aussi, vous devez être responsable. Tout le monde a un rôle à jouer. C'est pour cela qu'il faut comprendre que il y a des jours quand peut-être vous allez vous tromper. Ça arrive. Et ça arrive. Mais il faut maintenant le comprendre et regarder à cela. N'est-ce pas? Donc être un allié, c'est reconnaître le travail. Et que ce travail n'est jamais fini. Donc on ne peut jamais cocher la case. C'est quelque chose qui continue dans le temps. C'est au niveau personnel. Et c'est au niveau professionnel aussi. Il faudrait maintenant regarder à certaines définitions que vous avez déjà peut-être entendues lors de ce sommet. Mais c'est important parce que ça va revenir tout le temps. Quand vous regardez aux alliés, il y a des étapes pour parvenir tout en haut de la pyramide. Vous allez voir dans 2 secondes. Donc, cette question d'être un allié, on est là pour soutenir quelqu'un, pour faire du plaidoyer, pour parler. Il y a aussi des gens il y a aussi des alliés critiques qui attaquent, défient les structures dans le système. Comme vous allez voir dans la prochaine session, je peux vous dire que ça, c'est le pompon, car il y a des étapes l'une après l'autre. On peut commencer, on ne va pas dire tout va bien, tout a été fait, pas du tout. Il y a aussi des autres définitions qui sont clés. Il y a aussi des gens qui sont là, qui comprennent qu'il y a une vraie solidarité, mais il y a aussi des risques et des sacrifices. Mais en fait, c'est le cas. Et ils sont là. Ils sont prêts pour maintenant faire face au manque de confort. C'est donc des gens qui sont là pour conspirer avec vous. Et vous allez l'entendre dans le travail de certaines personnes. Et on trouve ça dans les communautés, voir quels sont les liens. Vous luttez pour la justice, pour l'égalité. Ça signifie aussi que on doit regarder à l'humanité, établir ces rapports. Vous allez voir une vidéo très rapide où quelqu'un est là pour devenir ami, pour devenir un allié. Et on appelle ça être noir au Canada. C'est bien que vous trouviez un exemple ici au Canada. Voici l'exemple. Inaudible. Désolé, mais l'interprète n'entend rien. Tu dois faire la même chose, c'est-à-dire tu dois faire jouer la présentation parce qu'on n'entend rien. Dans une seconde. Donc, je m'arrête. Oui. C'est pas une question que de partage, il faut le faire d'une autre façon. Et donc, tu dois la partager indépendamment de la présentation avec les diapos. Vous savez, désolé avec la technologie. La technologie n'est jamais parfaite, comme on le voit. Et ça marche pas. Ce que je vous dirais, c'est que vous pouvez balayer le code QR et vous pouvez voir cela par vous-même.
peut-être tu peux aussi voir si le système auditif marche ou pas. Moi, je l'entends. Est-ce que vous l'entendez? Non, pas du tout. Bon, on va essayer de le faire marcher. Je vais retourner dans mode présentation et je demande à toutes les personnes que de balayer le code QR. Et en 2 mots, on a quelqu'un à Montréal qui parle un allié critique. Et pourquoi c'est important? La chose la plus importante ici, c'est que les gens ne vont pas entendre. Mais c'était un allié critique pour ce poste. Ils sont allés à l'école, elles sont allées à l'école ensemble. Elle a fait levier sur son privilège en créant un espace pour cette personne qui est noire à Montréal, de façon telle que cette personne se sente bien accueillie. Et si vous écoutez, vous allez maintenant entendre le sacrifice et le risque, et en sachant que le risque est énorme. Bien. Donc, je vous donne 2 secondes pour balayer le tout. Il y a donc ça, il y a donc des amis, il y a des alliés. Il y a aussi CBC qui fournit du matériel à ce sujet. Bien. Est-ce que vous, les gars, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Et est-ce que vous allez remarquer que vous avez vu des vrais exemples d'alliés pour... Il y a donc la blonde et puis les chiffres avec plusieurs zéros. Donc, vous ne voyez pas ce que moi j'essaie de vous montrer. Est-ce que vous le voyez maintenant? Ouais, bien. Ça, c'est un vrai exemple où il y a des alliés, des infirmiers au Canada, noirs. Moi, je regardais et moi, je me suis posé la question, c'est qui est là pour voir, qui est là pour soutenir, qui est là pour soutenir la communauté. Et il y a du monde. Hein. Peut-être il y a aussi des autres personnes aussi. Et c'est important de savoir qui est là, qui fait le travail. Comme ça, vous savez qui ils sont. Et vous pouvez maintenant faire ce parcours. Et il y a donc des gens qui utilisent l'influence. Ils créent un espace. Ils amplifient les voix. Ce deviennent des mégaphones vivants. Car il y a des gens qui ont le droit de le faire et ils ont la valeur pour le faire. Mais car c'est pas eux, c'est tout le monde. On a le docteur Lapin, Marc Touy, le docteur Chapman, le docteur Nathalie Steck-Doucet, le docteur Wendy Coutier, Heather Bensler, Deb Lefebvre et le docteur Shannon Rudzinski. Et toutes ces personnes sont un peu sont considérées partout dans le pays comme étant des alliés vis-à-vis des, des infirmières. Et à nouveau, je comprends. C'est aux États-Unis, c'est pas au Royaume-Uni, c'est pas pareil. Mais c'est important de savoir ici qui fait le travail. C'est important de voir qui fait le travail au Canada et c'est important de reconnaître ces individus, leur travail, soit direct ou indirect. Alors, ce qui est difficile, c'est partie difficile, l'aspect difficile de faire ce travail. Soyons honnêtes.
être une femme canadienne, noire. C'est quelquefois, faire du travail de défense vous-même, ça peut être difficile. Alors, il y a être un allié critique, ça peut être difficile. Alors, parlons-en. Alors, il faut naviguer le privilège et la culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les alliés critiques, souvent, gèrent des sentiments de culpabilité quand ils sont confrontés avec une injustice systématique et ça peut nous empêcher de s'engager de façon, quand on a peur de répercussions. Souvent, on a peur de comment nos cercles sociaux vont réagir sur le lieu de travail. Si on parle contre le racisme, ça peut créer des limites au désir d'agir. Il faut comprendre les besoins des communautés marginalisées. Quelquefois, les alliés peuvent imposer leur propre perspective plutôt que d'écouter, de répondre aux besoins et aux désirs des communautés. Juste demander ce dont ils ont besoin, ça peut mener à des efforts qui sont pas bien alignés, qui peuvent faire plus de mal que de bien. Et ne pas respecter les limites. Souvent, complexe du sauveur, ça peut être difficile de trouver l'équilibre entre aider les gens et dépasser nos limites. Aller dans des espaces où ce sont les gens qui sont marginalisés, qui devraient être en premier plan. Ça peut se manifester par le phénomène de parler pour les autres plutôt que d'amplifier leur voix. Alors, façon de rester concentré, de bien faire, penser que c'est une pyramide, l'alliance, c'est de l'action. Alors, engagez-vous à l'apprentissage continu, bâtir la confiance. Quand on regarde les exemples des gens qui font du travail d'alliance, ils ont bâti une confiance dans la communauté, des gens qui s'appuient une perspective d'alliance et cette confiance, c'est pas quelque chose qu'on peut prétendre, c'est quelque chose, quelque chose qu'on ressent et c'est quelque chose qui survit au temps. Encore une fois, être responsable, imputable et soyez ouvert à la rétroaction. On n'a pas besoin d'être en haut de la pyramide demain. Il va falloir gérer toutes sortes de choses, des choses que vous allez devoir apprendre et désapprendre. Et l'alliance, c'est quelque chose qui n'a rien et qui n'est pas basé sur la race. Et le plus important, c'est le pouvoir de la simplicité, se concentrer sur écouter, permettre aux voix des personnes méritant l'équité de guider le travail, les actions directes, les petites actions concrètes ont souvent plus d'effet que les grands gestes. Quelquefois, il faut que ce soit consistant plutôt que complexe. Soyez là de façon régulière et les gros plans souvent, il y a des choses qui ont été établies à travers la nation. S'il y a un problème de durabilité dessus, comment est-ce que les comités qui ont été établis qui ne continuent pas? Je pense que faire ces comités complexes, plutôt que de soutenir ces comités, c'est une première étape et c'est le pouvoir de la simplicité. Parce que vous restez en contact avec moi-même, avec CBNA. On est sur les plateformes sociales. Le QR code que vous voyez à droite, c'est mon site internet et à gauche, c'est le site internet de CBNA. Alors, engagez-vous avec les communautés infirmières au Canada qui ont des solutions concrètes sur nos problèmes de rétention et de recrutement et de travail antiraciste dans notre profession. Merci. Merci Ovi pour votre leadership à CBNA et les présentations, les commentaires que vous avez fait et qui résonnent vraiment pour moi de ce que vous avez fait sur la façon la plus humaine d'être un allié, bâtir des relations basées sur la confiance et la collaboration. Alors, merci pour votre formidable leadership et on a hâte de collaborer avec vous. Merci de l'invitation. Juste parce que là où on en est avec le temps, s'il y a s'il y a des questions, on vous les fera passer parce qu'il faut qu'on passe au panel, à la présentation de panel. On va maintenant
passer la parole au rechercheur, à Dr Nadia Pendegas, qui va modérer le panel sur l'Alliance critique. C'est à vous, Nadia. Bonjour tout le monde, vous pouvez m'entendre? Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais commencer en me présentant. Merci pour la présentation. Je suis Dr Nadia Prendergast. Je suis humble et heureuse de modérer ce panel sur le sujet de l'Alliance critique. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que ce sujet arrive à un temps critique où les collègues ont à faire face à des menaces dans les milieux politiques pour détruire la théorie critique sur la race. Je peux juste imaginer l'impact que ça peut avoir sur tout sortes de travail, sur le DI, et comment ça pourrait nous affecter en tant que voisins et collaborateurs dans notre recherche, dans notre service d'enseignement. S'il n'y a jamais eu un temps pour les alliés critiques, on en a besoin maintenant. On a 3 panélistes invités qui vont nous parler de ce que ça veut dire d'être un allié critique. Et je veux juste mentionner que chacun des panélistes a été identifié par des communautés non blanches comme des alliés critiques à cause de leurs efforts continus pour combattre le racisme et les injustices sociales à travers leur travail et dans leur vie de tous les jours. Alors, aidez-moi à accueillir nos 3 invités. D'abord, Margot Latima, le docteur Margot Latima. C'est une coloniste canadienne avec vient d'Écosse originellement. Elle est dans le département de médecine à l'université de Dalhousie. Margot est la présidente de la recherche sur la recherche autochtone en Nouvelle-Écosse. Et elle a une nomination scientifique à IWK à Halifax. Depuis 2008, elle travaille de proche avec les communautés des Premières Nations pour mobiliser la connaissance autochtone pour améliorer l'expérience des soins de santé. Notre deuxième invité, Jennifer Lapham. Le docteur Jennifer Lapham est un professeur à l'école Daphne Cockwell de médecine à Toronto, l'Université de Toronto. C'est une infirmière avec et dans les 10 dernières années, elle s'est dévouée à produire des ressources d'éducation ouvertes en se concentrant sur les enjeux de justice sociale et pour démocratiser la connaissance. Une partie de son travail, c'est de diriger et collaborer avec des équipes, produire des ressources qui se concentrent sur la santé inclusive, les techniques de dépistage inclusif, la communication, la documentation et l'antiracisme. Notre troisième invité, c'est Heather Bensa. Dr. Heather Bensa a rejoint la faculté des soins infirmiers à l'Université de Calgary en août 2017. Un professeur assistante et elle est directrice des initiatives autochtones qui se concentrent sur le développement de curriculum. Dr. Bensa se dévoue à améliorer des pratiques culturellement appropriées qui reconnaissent et respectent l'identité culturelle unique des peuples autochtones. Je peux commencer en disant merci pour avoir accepté l'invitation et je vais commencer notre discussion avec notre première question qui va être posée à chacun d'entre vous. Je veux vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être allié et critique. Et je pense qu'on va commencer avec Margot. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être une alliée critique? Premièrement, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. J'apprécie l'opportunité d'être de passer cet après-midi avec vous. Quel après-midi formidable déjà.
perçois mon rôle comme un catalyste le plus possible, catalyste aussi en tant que qu'allié, catalyser les gens pour refléter leur rôle, m'insérer dans des espaces où les autochtones ne sont pas là, où les infirmières autochtones ne sont pas dans des positions de leadership à cause de notre héritage de colonisation au Canada. Et nous savons que ça a perturbé l'accès l'éducation pour les autochtones. Ça veut dire que je dois faire mes devoirs et m'éduquer sur les peuples autochtones en général. Alors, pour faire ces devoirs, pour comprendre cette histoire, pour regarder, écouter les Micmacs et les autres Premières Nations pour qui je travaille, et de défendre leurs droits quand ils ne sont pas à la table, de défendre les droits des perspectives qu'ils partagent avec moi. Ils ont pris le temps de m'éduquer. Alors, quand on me demande d'être quelque part, et je sais qu'on me demande à cause du travail que je fais, je demande toujours, est-ce que vous avez demandé à une personne autochtone, Micmac, Nation, d'être là? Et je ne veux pas mettre un fardeau sur cette personne, mais je ne veux pas prendre sa place non plus. Alors, ma première étape, c'est de défendre leurs droits. Pour les perspectives qu'ils partagent avec moi à cette table également. Alors, merci beaucoup, Margot. Jennifer, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire pour vous d'être un allié critique? Merci pour cette question. Je répète un peu ce que les gens, Margot a déjà dit, et je suis vraiment d'accord avec elle. L'alliance critique, je vois ça comme un partenariat en solidarité avec ceux qui sont affectés par ces problèmes, et ça peut être n'importe quel problème, le racisme. Et je pense vraiment que critique, c'est le mot-clé ici. Vous pouvez dire que vous êtes contre le racisme, mais qu'est-ce que vous faites? Quelles actions est-ce que vous posez pour défier et démanteler ce système qui garde le racisme en place? C'est là où le vrai travail doit se faire. L'essentiel de ce que je travaille, ça vient d'un auteur, j'ai manqué le nom de l'auteur. Ils disent que c'est pas suffisant de ne pas être raciste. C'est un enjeu où la neutralité ne peut pas exister. Alors, l'anti-racisme, c'est critique à l'Alliance, où on travaille en partenariat pour démanteler les structures d'institutions qui maintiennent le racisme dans notre système. L'alliance critique, on a déjà mentionné ça plus tôt, c'est très important de centraliser les voix des personnes rationalisées. Alors, on pense à notre travail à la table. Qui est à la table? Quelles voix sont vraiment écoutées? Et si les personnes racialisées à la table amplifient leur voix, il faut les élever, il faut les encourager parce qu'ils ont été supprimés et ignorés pendant longtemps. Et quand ça se passe, ça peut être difficile de reconnaître la valeur de leur propre voix. Alors, quand je disais le travail de Kandé, c'est qui grandissait dans une société raciste en tant que personne noire. Et comment le cycle du racisme est devenu tellement enraciné en lui qu'il a commencé à communiquer ses idées à d'autres personnes sans le reconnaître. Alors, c'est comme ça que le racisme devient tellement enraciné en nous. Si les personnes racialisées ne sont pas déjà à la table, c'est important de se demander pourquoi elles ne sont pas à la table. Et de créer des espaces pour qu'ils soient invités à la table et d'essayer de travailler pour éliminer les obstacles qui les empêchent d'être à la table et bien sûr créer des espaces sécures où ils se sentent responsabilisés. Et souvent, ça implique d'examiner votre propre rôle et comment vous avez contribué à créer des espaces qui étaient peut-être pas très sécures. Alors, mon dernier point là-dessus, c'est très important de refléter, d'examiner nos privilèges en tant que personnes blanches, comment on a contribué à la suprématie blanche, au racisme, de changer. C'est quelque chose qui est tellement difficile à faire pour beaucoup d'entre nous, parce que peut-être qu'on ne va pas identifier nécessairement nos propres actions qui contribuent au racisme.
Et on pourrait penser à la suprématie blanche comme le KKK. Mais c'est tellement plus insidieux que ça. Alors, il faut, je sais, en tant que personne blanche, je sais que j'ai le privilège depuis le jour où je suis né, j'ai contribué à maintenir le système, le racisme systématique, c'est tellement institutionnalisé dans nos systèmes qu'en tant que personne blanche, quelquefois, on ne le voit pas. Peut-être qu'on contribue même à ça. Alors, c'est important de regarder, d'examiner nos propres privilèges et comment nous avons contribué à ces institutions, ces pratiques institutionnelles et ces structures racistes. Merci Jennifer. Je vais passer à Ever pour voir si elle peut ajouter des choses. Nadia, je vais répéter ce que mes collègues ont déjà dit. Et je me demande qu'est-ce que je peux rajouter à ce qui a déjà été dit. Euh, c'est un peu ce qu'il doit faire dans les relations, comment on doit poser les questions. Qui est au centre? Qui est blessé? Qui endorse le fardeau? Moi, en tant que colonialiste blanche, si j'entre dans ces conversations, ça ne va pas me toucher de la même façon. Alors peut-être que je peux porter un fardeau, ça va m'affecter de façon différente. De vraiment voir si c'est une opportunité. Il y a une opportunité de parler. Jennifer a parlé du fait d'être blanc. Très souvent, on parle de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, mais on ne parle pas du fait que nous devons persuader la suprématie blanche qui doit passer en premier, sinon on tolère dans un système multiculturaliste, on continue à garder les blancs au centre. Il faut questionner comment on démantèle le système et les sortes de voir ce qui est normal dans une culture. L'alliance culture, je pense, c'est de de se refléter de façon critique sur nos privilèges, la façon qu'on a été formé en tant que personne blanche. Euh, je ne peux pas apprendre ça facilement parce que l'être blanc, c'est quelque chose que les blancs ne connaissent pas vraiment. Alors, ça veut dire de vraiment écouter, voir comment on va avoir de bonnes intentions, mais quel est l'effet, l'impact. Bon, poser les bonnes questions, écouter. Alors, ça pourrait essayer quelque chose, parler. Demander aux gens que ça affecte, comment est-ce que ça les a affectés. Donc, essayer de s'améliorer toujours. Alors, en tant que personne noire, non blanche, souvent on nous demande d'essayer d'atténuer un peu ce qu'on dit et souvent on a peur de dire quelque chose à cause de la peur des répercussions. Je suis quand même une allié critique et comme vous dites, vous être blanc, est-ce que vous pouvez dire des temps, des moments où ça a été difficile d'être un allié critique? N'importe quel moment vous avez vécu ça. Alors très souvent, parlez-nous des périodes difficiles, des moments difficiles que vous avez eu en tant que. Oui, je suis content de partager. C'est toujours un peu difficile de partager un exemple précis. Pas parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il faut protéger la confidentialité, mais je pense qu'il y a eu des moments où dénoncer la blancheur, c'est le travail d'une personne blanche, et la façon quelquefois qu'on agit en tant que blanc, ça peut faire du dommage, que ce soit de se mettre au centre, les larmes blanches, l'individualisme, l'aristocratie, juste à pas réaliser les privilèges qui nous en nous aujourd'hui. J'ai eu des circonstances où j'ai dû parler à un collègue, en particulier les gens qui veulent vraiment aider au début, faire du bon travail, et qui on m'a dit que que j'intimidais les gens alors que j'essayais de parler en fait du fait d'être blanc. Il faut parler de la fragilité blanche, d'utiliser
En tant que femme noire, on vous a probablement dit le cliché de la femme noire en colère. Et je peux marcher dans le monde de façon différente. Et j'ai peut-être pas cette même réaction. Alors, comment on prend parti de ça? Et on met les gens en état où les gens ont réagi pour dire je vous comprends. On dit que quelqu'un peut être en colère, mais est-ce qu'on peut voir pourquoi cette personne est en colère? Et parlons de notre formation en tant que blanc. Qu'est-ce qui nous a permis de bâtir ce muscle, d'être capable de faire face à ce backlash, de garder un bon cœur. Margot, qu'est-ce que vous pensez? L'exemple dont je vais parler, ça souligne l'oppression et l'héritage de colonisation d'institutions académiques dans les 60 et ne réalise pas comment c'est raffiné dans les politiques et de l'histoire de comment on conduit nos affaires. Alors, en tant que en tant que présidente en Nouvelle-Écosse, un domaine, c'était de se pencher sur les appels à l'action pour la comité de vérité et de réconciliation pour les infirmières autochtones. Je suis une infirmière, j'ai fait ça dans la communauté depuis très longtemps, mais je ne suis pas une infirmière autochtone, je ne suis pas une infirmière Mi'kmaq. Alors, il y a une infirmière qui était Mi'kmaq, qui travaillait avec la présidente. Alors, avec certains de ses collègues Mi'kmaq, ils nous ont aidé à m'éduquer, les gens à l'université de Dalhousie à travers le pays. Elle m'a éduqué basé sur ce qui était important pour elle et ses collègues Mi'kmaq. On a commencé à collecter cette information. C'est partie du travail pendant les quelques années sur les autres étudiants autochtones en soins infirmiers. Alors, Don était très passionné. Il faut voir ce qui se passe, il faut voir une première nation, il faut voir une infirmière autochtone qui est dans l'école d'infirmière pour vouloir devenir une infirmière autochtone. Et il faut voir quelqu'un qui a fait face à l'adversité dans ce rôle. Alors, écoutez Don et vous appuyer cette perspective. On a créé une proposition pour engager une infirmière Mi'kmaq dans ce rôle, pour appuyer les étudiants dans l'école. Nous avons un directeur, nous avons un doyen qui sont qui soutiennent le travail qu'on fait, mais quand on fait la défense des intérêts, la réponse, c'est souvent nous n'avons pas des positions spécifiques dans le rôle de l'université, alors on n'est pas capable d'engager les gens dans ce rôle parce que c'est pas une description d'emploi qui est dans la. Alors, on a besoin d'évoluer en tant qu'école de soins infirmiers pour se pencher sur le racisme. C'est ça que les experts de la communauté nous disent, alors c'est ça qu'on doit faire. Alors, on n'est pas capable de mettre ça de l'avant, une perspective locale, à cause de l'oppression dans cette politique. Alors, nous avons décidé de reculer un peu, de prendre une approche différente pour adresser ça, se pencher là-dessus de façon provinciale. Par exemple, faire des partenariats avec le ministère provincial de la Santé au niveau du recrutement. On a été capable d'avoir une approche plus collaborative avec des nouveaux partenaires et on engage maintenant
des micmacs à travers la province, mais dans l'intérim, ça a été très difficile d'accepter qu'on ne pouvait pas faire aller de l'avant avec ça basé sur les preuves qui ont été assemblées par les leaders micmacs. C'était frustrant de connaître la différence, mais de pas être capable d'aller plus loin à ce moment-là. Et de voir avec nos partenaires comment faire ça. Merci beaucoup. Encore une fois, on pose la même question. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vos collègues ont partagées à être un allié? Je vais décrire la situation dont je vais parler, pas quelque chose de difficile, mais quelque chose qui était problématique et surprenant. Alors, j'ai trouvé, au moment où j'en vais parler, je trouvais ça difficile quand il y a eu de la résistance de la part des Blancs qui eux-mêmes n'ont pas eu une vie parfaite, ou une marginalisation, même si c'était pas basé sur la couleur de... Ça peut être difficile pour eux, en tant que Blancs, de comprendre comment ils sont privilégiés. Alors que peut-être qu'ils ont eu d'énormes problèmes dans leur vie, peut-être qu'ils ont la pauvreté, qu'ils ont un accent. Alors, je travaille vraiment pour les aider à comprendre comment le privilège blanc, ça nous peut de suggérer qu'ils n'ont pas eu de problème dans leur vie, qu'ils n'ont pas eu des vies difficiles, qu'ils n'ont pas été opprimés. Mais ça suggère qu'ils ont eu des privilèges qu'ils n'ont pas mérités, juste de la couleur de leur peau. Et ça peut être juste rentrer dans une salle de classe, et des patients, de parler à une conférence. Je trouve aussi que ça peut être difficile d'être un allié critique, être silencieux, d'apprendre à ne pas rester silencieux. Quelquefois, mes paroles ont été perçues comme racistes, alors que c'était pas mon intention. Et on m'a rappelé, ça fait une semaine, un collègue dont j'ai lu le travail, ça fait quelques années, je vais juste paraphraser, pas de la façon éloquente qu'elle l'a dit, mais elle m'a parlé du fait qu'il faut qu'on s'exprime. Même s'il y a des conséquences, même si ces mots ne sont pas interprétés, c'est correct des fois de se tromper, de dire la mauvaise chose, mais c'est pas notre différence qui nous mobilise, mais c'est le silence. On peut se trahir avec ces petits silences où on attend que quelqu'un d'autre parle. Et quand on est dans une position, on ne sait pas quoi dire, comment répondre. Et dans mon cas, en tant qu'éducatrice, avec un étudiant en particulier, un collègue, ça pourrait être ce qui quelque chose qu'un collègue, un patient, membre de la communauté, votre silence, c'est plus, parle plus fort que vos paroles. Si je partage, j'apprécie toujours comment vous vous encouragez tous à reconnaître l'humanité, chacun dans cette situation difficile, et je pense que c'est vraiment clé. Juste pour continuer avec ce que vous venez de dire, c'est pas les mots des ennemis dont on se rappelle, mais le silence de nos amis. Et je peux dire que le racisme anti-noir, la définition, c'est que toutes ces choses sont invisibles. Quand on regarde ça, on pense qu'on est invisible. Alors, quand on a des alliés critiques, on peut dire que quelqu'un qui est un allié critique, si quelqu'un est un allié critique ou un allié performatif. Alors, on peut dire la différence, ce qui m'amène à la prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez dû en tant qu'allié permis d'identifier? Qu'est-ce que vous faites tous les jours euh, qui montre ce que vous faites?
Très bonne question, je l'apprécie beaucoup parce que ce sont des alliés qui font le travail tout le temps. Par exemple, moi, je pourrais m'identifier comme étant une allié critique parce que tu sais, en temps, il y a des autres personnes vont t'identifier comme étant non critique, mais il faut être choisi. C'est donc des gens qui sont noirs, autochtones et racialisés. Ce sont eux qui vont maintenant te donner cette étiquette. C'est pour cela qu'on t'a appelé à être là aujourd'hui. Merci, merci. J'apprécie beaucoup. Quand on regarde maintenant à ces gens qui sont des alliés, qui sont critiques, il faut être là pour toutes les interactions dans la vie quotidienne, parce que c'est naturel pour moi, parce que je suis blanche. Mais c'est difficile de voir des autres choses. C'est pour cela qu'il faut maintenant te défier toi-même, car quand on regarde au monde, on va voir les choses d'une autre façon. Et ceci signifie qu'on doit maintenant démolir ce qui est là pour qu'on puisse maintenant enseigner dans les institutions. On doit donc s'engager tout le temps, s'examiner soi-même, examiner son propre rôle et le recréer. Et créer aussi de l'espace de la même façon qu'on fournit maintenant une critique et une forme de conscience, même parfois sans le savoir. Et à ce moment-là, et on peut aussi faire des erreurs. Mais j'invite les gens à, vous savez, quand vous faites ce genre de choses, car moi j'enseigne ces choses, mais je vais inclure ces ressources. Et quand on regarde sur comment, mais ça c'est un exemple seulement, souvent on dit que qu'on est prêt, mais ça c'est parce que on essaie de voir les choses d'une façon qui est différente de l'écran blanc, car on voit toujours les choses à travers cet écran qui est blanc. Car l'effraction n'est pas la même quand maintenant la peau est blanche plutôt qu'une autre peau. Ça signifie aussi que quand on regarde, et ça c'est quelque chose de raciste en fait que de le dire, mais il faut y réfléchir. On a donc besoin que d'utiliser le langage d'une façon qui puisse maintenant être plus inclusive. Et il faut aussi regarder que quand on se trompe, on doit donc, après des années, il faut toujours, même si on a l'intention de le faire, il faut toujours être critique envers soi-même. Et je ne sais pas si j'ai le temps, mais merci pour ce que tu viens de nous dire. La chose est que quand je vois aux alliés critiques peut-être partager des choses, car il y a des gens qui arrivent à très bien partager, c'est très beau à voir en fait. Et moi, je ressens qu'il y a cet activisme et il y a, je voudrais poser cette question, que ce rapport d'être un allié critique est une question d'espace. Le fait que tu travailles dans une université, tu as une famille, tu as des collègues, tu as des amis, et y a-t-il des coups? Car il y a là un axe qui a une lame des deux côtés. Il y a deux choses qui ont lieu. On peut trancher de deux côtés. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais comment est-ce que tu gères cela? Je sais que tu as... Parce qu'il y a, il y a toujours un risque quand on a une épée dans la main. Le système n'est pas... Le système marche exactement de la façon par laquelle on avait planifié de faire. Et donc, quand maintenant on est là et on combat,
et on dit le système marche pas. C'est pas du tout le cas. C'est que il faut complètement changer le système depuis les fondations. Car on pense que vous ne pouvez pas réparer un système qui marche exactement de la façon par laquelle il était censé marcher. C'est pour ça que moi, je dois faire mon travail. Et il faut regarder à comment on m'a formé. J'ai appris que je passé dans les mentionnaires comme les autres. Ou peut-être que non. Peut-être il y a des gens qui sont passés par cela. Dans cette déconstruction, tu sais, moi j'avais de la famille qui a travaillé là-bas. Moi j'ai des frères qui ont été adoptés dans ma famille qui sont passés par cela. Ceci signifie que ce sont des histoires qui t'ont formé. Nous, on été formés d'une mauvaise façon. Car on a essayé d'en trouver, de les trouver, et puis d'en former, de les transformer d'en faire des blancs. Et de cette façon, on invite mes collègues, ma famille, à avoir ces conversations qui sont dures à avoir. Par exemple, moi, je suis une docteur blanche, et puis j'essaie que d'expliquer aux gens, et puis les gens essaient d'expliquer, des hommes essaient d'expliquer à moi que c'est une femme, que j'ai pas raison. Et donc, tu sais, Dwayne Down, les autres, et lui venait de l'Alberta, il a dit que la colonisation était quelque chose où on nie notre rapport au Créateur, à la Terre, envers nous-mêmes, et on se déhumanise. C'est ça qui arrive. Il faut maintenant décoloniser. La façon par laquelle je le comprends, quand on regarde ce qu'il dit, comment est-ce que moi, je participe dans le renouveau? Comment je répare mon rapport avec le Créateur? Comment est-ce que je répare tout? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand je regarde aux gens, à mon frère, à ma sœur, aux personnes qui ont deux esprits, à comment on forme une famille. C'est, on doit. Est-ce qu'on nous on a pas mal quand les autres ont mal pensé à la famille? Si maintenant on regarde choses comme dans une famille, on part. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Et c'est ça que j'ai appris. J'aurais aimé avoir davantage de temps. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cela? Parce qu'il faut être humain à nouveau. C'est ça que je voulais dire. Je voulais ajouter rapidement, en répétant que nous avons un rôle, nous les colonisateurs blancs du Canada, et nous qui avons signé les traités, d'accepter ceci comme étant notre responsabilité. En outre, dans mon travail avec les autochtones, il faut adopter la philosophie de ces personnes et marcher comme eux, et faire du mentorat, partager les choses. Il faut aimer, le courage, le respect, l'humilité. Et quelqu'un a dit, on a besoin d'être humble. Il faut faire. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Car moi qui suis dans l'université, moi qui fais de la recherche, c'est pas comme ça qu'on te forme. Merci beaucoup. Vous savez, bien, bien. Je pense qu'on a déjà tout dit. Je ne pense pas que je suis là pour dire quelque chose qui n'a pas, faut être courageux. Il faut regarder comme tout le monde l'a dit. Et donc, il faut combattre. Que de la même façon qu'on se bat contre le cancer, tout le monde doit être là. Et on doit regarder de près, de façon honnête. Merci beaucoup. Merci. On n'a pas le temps.
Donc, il faut aussi regarder ce que le public qui est là a dit. Merci beaucoup. Alors, regardez à ce que dit le public. On a déjà posé la question. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Alors qu'on attend que les questions soient là. Je dois voir, là, comment on peut regarder aux choses qu'on peut en déconstruire, qu'on peut faire ce travail dans ce que tu enseignes, dans tes services. Comment est-ce qu'on s'occupe de la question? Je pense, je peux en parler un peu. La question de la suprématie blanche est quelque chose qui est très insidieux, car c'est partout, c'est dans l'enseignement, c'est dans la santé, c'est dans tous les systèmes de la société. Parfois, on les voit même pas si on est blanc, à moins que on le souligne, à moins qu'on ne soit plus critique. Moi, parce que je suis animé par une passion et je cherche que d'examiner quelles sont les ressources pour les étudiants et fournir ces ressources aux étudiants et pas seulement du point de vue du racisme, de plusieurs points de vue, mais aussi du côté du racisme, pour voir comment on enseigne, qu'est-ce qui est là, comment sont-ils racistes, tout ça. Et commencer par se rassembler. Comment on enseigne, par exemple, de façon inclusive, comment on regarde à la respiration. Parce que il y a du travail sur la respiration et la pulsation à des nuances racistes. Par exemple, si on regarde à l'observation avec la méthode avec la lumière n'est pas la même en fonction de la peau. C'est la peau plus foncée. Ouais. Alors ici, une autre question. Est-ce qu'on n'a jamais eu des discussions qui sont dures? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce serait intéressant que de faire ce genre de choses. Bien, tout à fait, tout le temps, tout le temps. J'ai des conversations qui sont pas faciles. Vous savez, vous allez là, vous montrer ce que vous avez à faire. C'est comme si vous avez maintenant une balle et, et vous allez maintenant voir que c'est à cette balle qui rebondit, mais parfois, au lieu de rebondir, elle s'écrase contre le mur. Et ça, c'est parce que peut-être la famille ou les autres personnes n'ont jamais parlé de ces choses. Bien, ils écoutent l'actualité. Et peut-être c'est pas là, ou des ressources sont pas très bonnes sur l'internet. Mais il faut continuer que de partager des histoires, d'inviter ces gens. Par exemple, mon père, lui, il résistait beaucoup. Quand on parlait des écoles dans ces pensionnats, ça c'est parce que lui et ses parents, ils ont travaillé. Mais moi, j'essaie de ne pas maintenant dire que je suis une experte au travail. Je peux parler avec des centaines d'étudiants tous les jours, mais avec la famille, c'est pas pareil. Je ne sais même pas que ce que je dis. Je continue que de travailler. Donc, il faut être là pour démolir ce qui était appris auparavant. C'est pas qu'ils ne savent pas. C'est qu'on leur a pas appris de la bonne façon. Donc, c'est pas facile que démolir. C'est comme des oignons, il faut enlever les écailles, il faut élever les couches l'une après l'autre. Donc, j'invite les gens
Merci, merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ça? Est-ce que vous avez des astuces sur comment on se décentre? Vous avez des astuces, quelque chose à dire à ce sujet? De mon côté, je crois qu'une des choses qu'on ne peut pas vraiment apprendre, c'est de se taire. J'ai remarqué quand il y a surtout des blancs, et peut-être il y a un ou deux autochtones, c'est le blanc qui parle le plus. Mais quand on regarde le contenu dont on parle, et quelque chose où on va essayer de créer un changement pour les autochtones, à ce moment-là, moi, je me tais, je dis rien. Et je m'en vais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment appris beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire, ce que de décentrer. Donc, je me tais, je m'écrase. Ça, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. Autre chose, comment répondre, est-ce que tu réponds à la fragilité blanche? Ou est-ce une forme de violence? Tu réponds comment à cette fragilité blanche? Très bonne question. Parce que souvent, ils ont un sens de manque de confort quand ils parlent de leur propre identité, quand ils font partie d'un système injuste. Je sais que, et on en parlait auparavant, il y a des gens qui sont là et ils vont parler. Mais on peut aller vers la personne. Et tu sais, tu en as parlé beaucoup, mais tu sais bien, tu vas maintenant te sentir pas bien dans ta peau. Quand on parle de racisme, que ce soit blanc, noir, asiatique ou autre, indépendant. Donc, bien, il y a un sens de manque de confort. Essayons donc de faire autre chose. Regardons à la chose d'un autre angle. Ouais, ouais. Mais moi, je dis à mes étudiants que le changement a lieu au moment qu'il y a un manque de confort. Donc, c'est une donnée. Donc, si on veut changer, il faut que les gens se sentent mal. Autre question. Comment on s'assure que maintenant les infirmiers sont prioritisés quand le leadership pousse des nouvelles initiatives? Les infirmiers maintenant n'arrivent plus à changer, ils en ont trop, saturés. Ouais, à l'Université de Calgary, on a pas mal de travail. Quand on regarde dans l'enseignement autochtone, il y a pas mal de nouvelles initiatives, mais si maintenant ces initiatives peuvent maintenant parler de la Terre, tu es sur la Terre, à ce moment-là, tu étais à poil, tu étais nu. Et c'est là où tu trouves à pouvoir parler de la chose. On est là, on donne la vie. On a d'ailleurs un théâtre où on parle de l'oppression, on invite les gens dans cette zone de manque de confort. Mais il y a aussi le fait qu'on donne la vie dans ce sens, dans cet espace. Car il faut être créatif et se rappeler que le racisme, quelque chose qui frappe de plein fouet tout le monde, c'est pas quelque chose. Les gens qui sont violents vont pas en tirer des avantages. Ça tue les gens. Si on trouve une façon grâce à laquelle on invite les gens, de façon telle que les gens ont maintenant une expérience, il va y avoir, je pense, tout le monde va tirer un avantage. Je ne sais pas à qui on pose cette question. C'est-à-dire que parfois, on entend des commentaires discriminatoires, sujet,
et qui sont racistes, ils viennent de quelqu'un qui est racialisé envers quelqu'un d'une autre race. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu fais? Donc, ouais. Y a-t-il quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui est racialisé et qui dit quelque chose de raciste, qu'est-ce que tu fais? Qui veut répondre à ça? C'est pas une surprise, en fait. Et je retourne à nouveau sur ce que j'avais dit. Regardons, personne qui est noire, j'ai un exemple. Là, le racisme enraciné en tout. Et il y a d'ailleurs cette personne qui dit que lui-même, il est là et puis il raconte des trucs qui sont racistes à tout le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on est surpris? On ne devrait pas l'être. Ça arrive à tout le monde, indépendamment de qui on est et de ce qu'on fait. Tu sais, moi je voudrais dire, et je voudrais d'ailleurs apprendre davantage, et d'ailleurs j'ai appris beaucoup, mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui est, est vu d'une façon en clé de sciences humanitaires. Et on doit tous voir au système dans lequel on se trouve, indépendamment du contexte dans lequel d'où on vient. Et on doit maintenant se rappeler qu'on est tous humains. Merci beaucoup, Jennifer. Je pense que c'est très intéressant. Voici une autre question. S'il y a maintenant un système qui est tellement si bien construit, tout est dans le système, comme on le dit, c'est quelque chose qui est inhérent. Et ce qui est inhérent, c'est le racisme. C'est la question de la suprématie blanche. Et donc, automatiquement, on va trouver qu'il y a du gens qui vont maintenant internaliser le tout. Ils vont croire en ce qu'on t'a dit. Donc, t'en fais partie. Tu absorbes les préjugés. Et c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et sur ce sujet du fait qu'on doit maintenant défier, car on devient cela, tout est là, tout est inhérent. Il faut le démolir brique par brique. C'est tellement bien orchestré, dans le temps même, qu'il faut prendre du temps aussi pour le démolir. On fait des commentaires discriminatoires au sujet de quelqu'un d'autre, parce que tout le monde essaie d'être blanc. Donc on s'attaque l'un à l'autre. Bien. J'espère que ceci explique le tout. Je vais regarder la toute dernière question. Tant qu'allié, comment penses-tu qu'on peut élever la conversation du fait qu'on va démolir la lutte contre le racisme au niveau de l'organisation et maintenant demander aux leaders que d'être responsables? Ouais. C'est une question d'enseignement une nouvelle fois. Regardez aux standards qui sont disponibles. Comme vous l'avez entendu, on a des codes d'éthique. C'est une question du fait qu'on doit faire du progrès quand on essaie de faire quelque chose. Et quand on regarde à Kevin, on regarde à l'accréditation pour tous les Athénés sur comment on peut maintenant faire des cours sur les cultures autochtones. Regarde ce qui se passe en Colombie-Britannique sur un crédit, des crédits dans les organisations. Je pense que c'est pas qu'on va créer des changements une fois qu'on doit s'occuper de ces standards.
C'est ça qui va se passer. Parce que ils doivent maintenant, c'est une question d'enseignement, de dire pourquoi c'est important et offrir la possibilité que d'apprendre. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Prochaine question. Merci. C'est bien que vous avez ces choses. Et comment on va démolir ce problème en regardant au PDG et aux autres personnes qui sont tout en haut de l'échelle dans les organisations? Il semble que c'est quelque chose de... Quand, tu sais, que si on regarde à l'introduction, c'est important, car c'est dur que de changer le problème qui maintenant est inhérent dans la culture. C'est un problème énorme. C'est pour cela que on va dire que oui, le problème est énorme. Et ça, il est là parce qu'il y a une raison pourquoi il est là. Ouais. En tant qu'individu. Ce sont des choses qui sont contagieuses, car on peut commencer d'une certaine façon, mais il y a maintenant un impact. Vous pouvez toucher plusieurs personnes sans le savoir. Et, et donc, regardez au partenariat, aux gens qui sont opprimés. Ça, c'est comment on peut maintenant peut-être faire le travail. Merci, merci. Il y a d'autres questions? Comment est-ce qu'on pense que la situation se développe quand il y a des blancs qui sont les plus bruyants, quand ils disent qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire que d'être raciste, et les gens disent que les blancs aussi passent par le racisme. Moi, je peux répondre. Ça démontre qu'il y a un enseignement ou un manque d'enseignement, manque de compréhension sur ce qu'est le racisme. Parfois, il faut maintenant comprendre les gens là où ils se trouvent. Et on a donc on a plusieurs parties qui forment notre identité. Mais donc, il faut expliquer que le fait d'être blanc n'est pas une de ça. C'est pas seulement une question de la couleur de la peau, mais c'est tout un système dont les blancs tirent avantage. Il faut c'est important que d'avoir cette conversation. Et aussi l'historique, c'est par exemple, c'est d'où viennent les blancs? Comment est-ce que les blancs sont là où ils sont? Et ça n'a pas toujours été là, c'est quelque chose qui a été créé en tant que système. Moi, comme blanche, peut-être un individu, mais il y a un musulman, s'il est terroriste, il faut partie d'un gros groupe. Il faut en parler. Et maintenant, ça, c'est un manque de confort. C'est parce que les blancs sont des blancs. Et ça, c'est un changement. Et ça, c'est un manque de confort. On l'a fait aux noirs, aux asiatiques, aux bruns. On l'a fait à tout le monde. Et donc, rendre le blanc étrange, c'est pas du racisme. Par exemple, si maintenant on va, c'est quelqu'un qui a mérité le poste, hein, ça c'est pas du racisme. C'est important que d'en parler et continuer que d'être calme dans la procédure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vois vos idées. Là, je les vois, je les vois. Et aussi d'entendre les mots. On a des autres questions qui sont là. Et on arrive à la fin et donc on va les voir.
Il y avait trois questions réflexives, je vais dire. Est-ce que votre compréhension, ça c'est pour les personnes qui participent aujourd'hui, non, est-ce que votre compréhension de l'alliance a changé à travers la séance d'aujourd'hui? Si quelqu'un veut ajouter quelque chose dans le clavardage, ça a changé, allez-y. Quelque chose à considérer. Deuxième, c'est est-ce que vous avez des facilitateurs, des directeurs, enfin, ah, déjà, je vais revenir à la question réflexive. Je vais relire la première. Comment est-ce que votre compréhension de l'alliance a changé pendant la séance d'aujourd'hui? On aimerait avoir vos commentaires là-dessus. Je vais le redire, je vais là des deux. Comment est-ce que votre compréhension de l'alliance a changé pendant la séance d'aujourd'hui? Deuxième question, quelle serait votre vision de bâtir un réseau de soutien pour les personnes qui veulent être des alliés au Canada? Autre question, alors qu'on finisse cette question, est-ce que vous avez des facilités, des directeurs, des superviseurs, etc., pour soutenir l'utilisation de votre connaissance de l'Alliance et la pratique de l'Alliance sur le lieu de travail? C'est tout sur laquelle refléter. Quelles étapes vous pouvez prendre pour réparer votre relation avec la Terre et avec les uns les autres? Enfin, il faut qu'il y a que les propres. J'aimerais juste dire quelques mots en tant que modératrice pour remercier un panéliste d'aujourd'hui. Ça a été rafraîchissant, informatif. Et une chose que j'aimerais dire aux panélistes, à Margot, Jennifer, Heather, nous apprécions que vous partagez avec nous vos rôles, vos vies, votre travail, vos expériences de tous les jours en tant qu'allié. Quand même, j'ai travaillé, j'ai appris tellement de choses en travaillant avec des alliés critiques. Ça va vraiment sauver l'humanité, la valeur. On veut que vous sachiez qu'on apprécie le travail que vous faites, les autres personnes qui travaillent, en particulier dans le climat actuel. Alors, on veut dire que vous travaillez de façon intentionnelle pour soutenir en devenant des alliés critiques de notre vie de tous les jours. Et à s'assurer que ce travail peut continuer de démanteler le système de racisme. Alors, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Valérie. Merci pour votre modération incroyable des panélistes et votre dernier commentaire sur démanteler le racisme. Jennifer, Margot, pour votre partage. Vous nous avez tous touchés avec cette discussion tellement pertinente et engageante sur les alliés critiques et comment être un allié d'une façon, un vrai allié plutôt qu'un allié performatif. Merci. Fermer la journée, la première journée, troisième sommet contre le racisme. C'est mon plaisir d'accueillir le cofondateur de la coalition des infirmières africaines et caribéennes et Angela Achobat pour faire les remarques de conclusion. Et tout le monde,
Angela ou Madjali. Je viens du territoire non cédé traditionnel. Je viens d'entre vous, indigène, centre de Niger. Je suis migrante dans ce territoire autochtone. Nous sommes reconnaissants des occupants originaux du pays, confondeurs de la coalition africaine-américaine. Le son n'est pas très bon. Ça a été une première journée formidable pour la première journée du de sommet anti-capitalisme. Merci à tous les intervenants, les panélistes, les organisateurs, une appréciation spéciale au comité consultatif anti-racisme, le comité de sommet, le conseil sur l'action autochtone et les personnels de l'AIC pour un immense effort combiné qui a contribué au succès du sommet. La session d'aujourd'hui nous a donné accès à toutes sortes d'intervenants. Notre intervenante principale a parlé de comment mettre en place des politiques anti-racisme. Il a rappelé que les enjeux de racisme ont été créés, mais il faut se pencher là-dessus. Cela nous a rappelé que notre esprit affecte notre comportement. La façon que le racisme est mis dans les politiques. Je l'ai le son encore une fois. Bon. Merci de souligner le besoin d'approche à multiniveau, de mettre en place les principes d'équité et de justice sociale, les approches transformatives. Le docteur Poupas nous a demandé de nous refléter sur les réseaux complexes et les obstacles systémiques pour le besoin de retirer ces obstacles pour passer de l'égalité à la justice, de l'équité à la justice. Ça, une intervention anti-racisme doit être multisectorielle et inclure l'intervention. Recommandation, c'était de concentrer sur les domaines clés de l'intervention, sur systémique, organisationnel, communautaire, interpersonnel et individuel. Le docteur nous a rappelé que voir qu'on a en tant qu'infirmière, mettre en place ces choses dans nos politiques et dans nos pratiques d'intervention. Nous avons tous une responsabilité de produire et de transformer la réalité. On a entendu Sarah Pone et Amy Gluttiner sur comment identifier les comportements qui sont associés avec la bienveillance performative. Je suis d'accord avec vous, Sarah. La bienveillance performative n'est pas très bonne. Vous avez donné des bons exemples de à quoi ça ressemble. Quand les mots parlent plus fort que les actions, il faut repenser à ça. La bienveillance performative, pas altruiste. L'objectif, c'est des changements consistants. Je dis, les gens manquent la compassion pour les gens. Il est vraiment affecté. Non, elles ont parlé de la haine contre les Noirs, contre les Asiatiques, qui se passe encore, et comment on peut être plus un spectateur. Ils nous ont montré une vidéo très difficile à regarder, nous a rendu triste, provoqué de la colère, de la douleur. Encore une fois, la question sur qu'est-ce que vous feriez si vous étiez spectateur et vous pouviez voir et vous étiez témoin de cette situation? Vous réagiriez? Et Sarah nous ont rappelé de l'impact du racisme. Et on a besoin de voir du changement maintenant. Comme elles ont dit, le travail de défense, ça s'améliore avec la pratique. Demandez ce que vous pouvez faire. Venez à prioriser ce travail.
Finalement, notre panel sur l'alliance critique a modéré, avec un modérateur, les trois panélistes, discuter comment les alliés peuvent prendre parti de leur position et de leur influence pour appuyer les autochtones et les gens racialisés. L'alliance, c'est l'action. Vous êtes l'action sur votre contenu, mais il y a aussi des pratiques sur l'auto-éducation, amplifier les lois, les voix. On a été rappelé du privilège, responsabilité. Si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est un parcours. En fait. Je vous rappelle bien sûr que la vraie solidarité, ça implique le risque, le sacrifice. C'est ça la vraie alliance. Il faut reconnaître l'humanité les uns les autres, bâtir des relations basées sur la confiance, l'empathie et la collaboration. On a parlé des obstacles, des défis offerts, qui sont présentés aux alliances, la contingence, mieux que la complexité, par exemple. Alors, panel pour cette discussion, qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de son rôle en tant que panéliste qui fait la défense des perspectives autochtones. Elle défend pour que les gens soient à la table. Elle veut que les gens soient entendus. Il faut se taire des fois, les laisser parler. Créer des positions pour les éducateurs et les infirmiers dans les communautés mixtes. Elle a parlé de son alliance critique et comment c'est pas suffisant de pas être raciste. Antiraciste, c'est proactif. Travailler en partenariat pour démanteler les systèmes racistes, centrer la voix des personnes racialisées. Si les personnes racialisées sont à la table, amplifier leur voix. S'ils ne sont pas à la table, il faut les défendre aussi. Examiner vos privilèges blancs et comment vos actions ont contribué au racisme systémique. Heather, on parlait de l'EDI. On ne parle pas de la suprématie blanche. Alors, ça pose la question comment on démantèle ces systèmes racistes dans la société. Demander aux gens affectés comment on peut s'améliorer. Elle a mis de l'importance sur le fait qu'il faut dénoncer justement la blancheur. Pour conclure, comme on sait, les soins infirmiers, c'est la défense des intérêts et la protection de toutes les personnes avec des respect. En tant qu'avocat, les infirmiers et infirmières ne sont pas juste des témoins, mais c'est des agents du changement systémique interpersonnel. C'est ça la coalition. Pour être infirmier et infirmière, c'est d'être un agent du changement. Ça veut dire qu'il faut être antiraciste, il faut écouter les voix des gens qui ont été marginalisés, dénoncés quand nécessaire, et travailler pour démanteler les barrières, les obstacles structurels, affectent nos patients, toutes les interactions avec les patients, toutes les défenses des intérêts, tout ce que vous faites, ça bâtit la confiance. L'antiracisme, ça ne devrait pas être une tâche additionnelle, ça devrait être une extension de nos tâches régulières. Ensemble, on peut guérir pas juste les individus, mais les systèmes qui définissent leur vie. Demander la justice pour chacun. Peut-être que le parcours peut être difficile, mais en tant qu'infirmier et infirmière, on a le courage, la compassion et le dévouement envers ce qui est vrai. Dénoncer l'injustice partout. En tant qu'infirmier et infirmière, nous sommes les leaders qui vont transformer cette vérité en action au niveau micro et macro. Comment est-ce qu'on peut passer de là, on peut aller au-delà de l'action affirmative, certaines questions à penser avant la journée, la deuxième journée. Travailler sur des actions. Concentrer sur l'ambiance. Est-ce que nos efforts vont créer du véritable changement qui est confirmé par les gens qui sont affectés? Finalement,
nos efforts sont situationnels, tels que le mois de l'histoire noire, le mois de l'histoire autochtone, ou est-ce que c'est un engagement à long terme à l'équité que vous faites? Prenez le temps pour réfléchir à ça avant demain. Rapidement, nous invitons à nous rejoindre avec une présentation de Statistique Canada sur comment Statistique Canada a changé dans les décennies à venir. Nous allons avoir des mises à jour de Dr. Geoffrey Dabous sur la recherche de l'AIC à l'Université de Victoria sur la discrimination et le racisme. On va avoir notre panel demain avec Tom Goodall, Colin Murphy et Janet Montovic, cette fois-ci, qui va se concentrer sur les stratégies pour adopter des politiques antiracisme dans différents contextes. Il y aura une activité également. Et on sera dirigé par Mickey Porter. Nous allons avoir l'espace de refléter sur ces problèmes. Je vous encourage de revenir demain. Revenez engagés, participez activement à la deuxième journée du 3e sommet antiracisme de la AIC. Merci à tout le monde et passez une bonne soirée.